travaille aussi également à l'INSERM en tant que jeune chercheur, notamment sur le cancer du pancréas, euh, qui est un cancer qui est un peu différent du cancer colorectal, où la recherche est extrêmement active, surtout en ce moment. Voilà. Où j'ai compris. Ah oui, très bien. Super. Donc, le pancréas, déjà à quoi ça sert? Tout le monde ne connaît pas vraiment le pancréas. C'est un organe qui est extrêmement profond sur le plan anatomique dans la cavité abdominale. Il est complètement collé sur le rachis. Il est entouré, enchâssé autour de structures digestives et vasculaires très importantes. Et on peut le classifier en trois parties, la tête, le corps et la queue, qui a son importance sur le plan chirurgical. Son rôle, il y en a deux. Un rôle hormonal endocrine qui permet la sécrétion de l'insuline et du glucagon, c'est-à-dire le métabolisme des sucres, et un rôle exocrine, sécrétion d'enzymes pancréatiques qui permettent la digestion des graisses, qui permettent un meilleur état nutritionnel avec l'absorption des vitamines liposolubles. Quand on parle de cancer du pancréas, de quoi on parle exactement? On parle principalement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique, c'est-à-dire un cancer qui se développe à partir des cellules épithéliales des canaux pancréatiques. Donc 85 et 90% des cas, c'est ce type de cancer. On peut avoir d'autres types de cancers, de tumeurs neuroendocrines, même des métastases d'autres cancers, mais c'est quand même nettement plus rare. Et l'évolution naturelle, c'est une transformation progressive de la cellule épithéliale saine en métaplasie, puis en dysplasie, liée à des modifications de l'ADN, jusqu'au stade de cancer. Est-ce que c'est un cancer fréquent? C'est le septième cancer dans le monde actuellement, avec 500 000 cas par an, 17 000 cas par an en France. Mais ce qu'on observe, en plus de l'augmentation des cas dans les pays occidentaux, c'est surtout une augmentation de l'incidence sur ces dernières années, notamment en France par rapport aux autres pays occidentaux, avec une augmentation de plus de 3,6% par an chez les femmes et plus de 2,1% par an chez les hommes. Ce sera, a priori, selon les calculs, la deuxième cause de mortalité par cancer dans les pays occidentaux en 2030, du fait de l'augmentation de cette incidence. Et on observe aussi que l'augmentation de l'incidence, elle est un peu plus importante chez les sujets de plus en plus jeunes, sans forcément d'antécédents et de facteurs de risque. Quand on parle de facteurs de risque, c'est un petit peu comme les autres cancers. Il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, principalement chez les patients qui présentent des antécédents héréditaires, c'est 4 à 10% des cancers du pancréas, qui présentent des antécédents familiaux au premier degré, surtout chez les patients jeunes. Là, il faut s'efforcer d'aller chercher des mutations génétiques qui peuvent expliquer la survenue de plusieurs cancers, dont le cancer du pancréas. Et enfin, il y a les facteurs de risque modifiables, comme un peu tous les cancers. Le tabac, on en a parlé juste avant, l'obésité et le surpoids, le diabète, qui est un facteur de risque de cancer, mais aussi peut-être parfois un symptôme. La pancréatite chronique, en fait, c'est un état d'inflammation chronique du pancréas lié à plusieurs dégresseurs possibles qui peuvent entraîner des métaplasies, puis des dysplasies, puis des cancers. Et là où la recherche est le plus active en ce moment pour essayer de comprendre l'augmentation de l'incidence, notamment dans les pays occidentaux, c'est l'alimentation transformée dans nos régimes occidentaux, l'exposition à des pesticides, et même le milieu de vie urbain, qui pourrait expliquer potentiellement, c'est pas encore sûr, cette augmentation d'incidence importante dans nos pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 80 à 90% des cancers du pancréas sont sporadiques, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cause par individu prouvée de savoir pourquoi c'est arrivé. Donc les symptômes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les symptômes sont la plupart du temps tardifs et dépendent forcément de la localisation. Ce qu'on a comme symptômes assez communs, c'est l'altération de l'état général, bien sûr, la perte de poids, l'anorexie, la fatigue, des douleurs abdominales, des gènes au niveau de l'estomac, troubles digestifs, diarrhée, vomissement. C'est pas très spécifique. Ce qui peut être plus intéressant, c'est par exemple l'apparition d'un diabète chez quelqu'un qui n'en a jamais eu, ou la dictère, ce qu'on appelle l'ictère ou la jaunisse. C'est un peu spécifique au cancer de la tête du pancréas, c'est-à-dire une tumeur vraiment au niveau du carrefour des voies biliaires, qui va venir obstruer les canaux biliaires, qui sont sécrétés par le foie. Et cette bile qui est en rétention dans les voies biliaires, dans le foie, puis dans le sang, va entraîner ce jaunissement des tissus, premièrement les conjonctifs, puis après la peau. C'est un signe assez spécifique quand même, une obstruction probablement tumorale de la tête du pancréas. Ce qui est important, c'est de comprendre que la majorité des cas, quand on a des symptômes du cancer du pancréas, c'est une découverte à des stades avancés. C'est pour ça que c'est une maladie qui est lente et insidieuse et qui est découverte la plupart du temps à des stades trop avancés. Pour
comprendre le diagnostic, pour comprendre l'état et l'évolution de la maladie, il y a deux choses. Il faut d'abord confirmer le diagnostic, la plupart du temps par une biopsie endoscopique. Les gastroentérologues mettent une caméra par élément naturel et il y a une biopsie de la tumeur dans la tête du pancréas pour avoir une histologie et confirmer le diagnostic. Et après, il faut évaluer le stade de la maladie, qui est très, très, très important pour le traitement. Et ça, on utilise des moyens d'imagerie moderne, le scanner, l'IRM, qui permettent de localiser la tumeur, la taille, et de faire un bilan d'extension pour savoir s'il y a des lésions qui sont disséminées dans d'autres organes. Comment ça se traite? Alors actuellement, on essaie de catégoriser, c'est en train de changer, mais on essaie de catégoriser les tumeurs du pancréas en trois catégories au moment du diagnostic. Il y a les patients qui présentent une tumeur qui est résecable d'emblée. C'est 20 à 30% des cas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une tumeur qui est localisée et qui est accessible à un traitement chirurgical directement. Le traitement chirurgical qui est la meilleure possibilité de guérison dans ce cancer. Après, il y a les tumeurs qu'on appelle borderline ou localement avancées. Ce sont toujours des lésions localisées, mais qui sont un petit peu mal placées par rapport au rapport avec les gros vaisseaux de l'abdomen qui sont non sacrifiables. Et ces tumeurs sont potentiellement accessibles à un traitement chirurgical après un traitement d'induction. Et malheureusement, dans 40 à 50% des cas, on découvre la maladie à un stade métastatique, c'est-à-dire des lésions qui sont disséminées, la plupart du temps au foie en premier, et qui sont non accessibles à un traitement chirurgical. Pour faire un petit peu clair, pour les patients qui présentent tumeur résicale d'emblée, c'est la chirurgie qui permet les meilleures chances de guérison, une chirurgie qui est bien sûr adaptée en fonction des caractéristiques du patient et de la tumeur. Et on l'associe depuis longtemps maintenant à une chimiothérapie qu'on appelle adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie. Et depuis 2018, grâce à un essai clinique français, on a des chimiothérapies qui sont de plus en plus efficaces pour lutter contre le risque de récidive, qui est vraiment la pierre angulaire de ce cancer. C'est pour ça qu'on surveille et qu'on traite. Pour les tumeurs borderline localement avancées, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut débuter le traitement par un traitement d'induction. Ce traitement d'induction, grâce à de la chimiothérapie qui est beaucoup plus efficace, comme on l'a dit, plus ou moins associée à des rayons, on va pouvoir faire diminuer le volume de la tumeur, diminuer ses contacts avec les structures qui nous embêtent, pour atteindre, dans environ 40 à 50% des cas, une résecabilité secondaire, revenir à des stades de résecabilité. Pour les patients qui présentent une maladie métastatique, malheureusement, comme on l'a dit, pour la plupart d'entre eux, n'auront pas accès à une résicabilité chirurgicale, mais c'est là où il y a toute la difficulté et il y a le plus de travail presque, c'est de pouvoir proposer une chimiothérapie d'entretien à plus ou moins associée à des thérapies ciblées qui permettent de stabiliser, voire d'obtenir des réponses tumorales qui peuvent être assez impressionnantes. Et il faut l'associer de manière systématique à des soins de support qui sont indispensables pour améliorer la qualité de vie des patients, c'est-à-dire lutter contre tous les axes qui peuvent altérer la qualité de vie, la dénutrition, la désadaptation à l'effort, les douleurs, le diabète, etc. Donc, quelles sont les perspectives pour ce cancer? On l'a dit, la recherche est extrêmement active et diverse sur le sujet, et c'est pour l'instant, surtout pour les patients qui présentent des maladies au stade métastatique, c'est l'utilisation de thérapies ciblées et d'immunothérapie. C'est extrêmement nombreux le nombre de voies d'utilisation qui sont utilisées et étudiées pour chercher des traitements qui sont adaptés en fonction des mutations possibles de la tumeur. Ça nécessite un bilan mutationnel qui est complet et ça nécessite aussi la plupart du temps la participation des patients à des essais cliniques dans des centres experts qui peuvent proposer ce type de thérapie. Vous l'avez probablement vu, on en parle énormément depuis à peu près une semaine. Alors attention à la médiatisation des résultats scientifiques et médicaux, mais on parle beaucoup de ce chercheur espagnol qui a fait disparaître le cancer du pancréas chez les souris. C'est des résultats qui sont publiés depuis hier, extrêmement prometteurs, où, grâce à une trithérapie ciblée qui attaque les mutations génétiques du cancer du pancréas, il a pu observer une régression complète de la tumeur chez les souris étudiées, une bonne tolérance au traitement et pas de récidive après 200 jours d'arrêt. Mais il faut faire attention à ce qu'on voit dans les médias. C'est des résultats qui ne sont pas extrapolables du tout à l'homme pour le moment. L'immunité du cancer du pancréas et le micro-environnement tumoral sont extrêmement différents et beaucoup plus complexes chez l'homme. Et on n'a aucune idée de la tolérance. Ce sont des molécules qui sont utilisées dans la recherche et pas du tout des médicaments. Donc, des résultats très prometteurs. C'est juste pour illustrer un petit peu l'étendue de la recherche actuellement sur les thérapies ciblées dans le cancer du pancréas. Mais on est encore à distance de potentiels essais cliniques chez l'homme et de résultats humains.
Le vaccin ARN, pareil, on en a parlé beaucoup il y a 1 an et demi après cette publication, où une équipe a réussi à réaliser un vaccin qui va stimuler la réaction immunitaire des cellules lymphocytes contre le cancer du pancréas. Des résultats très intéressants, qui restent préliminaires, avec très peu de patients étudiés. Et c'est des patients qui ont été opérés, chez qui on a fait le vaccin après en post-opératoire, et chez qui on observe beaucoup moins de récidives, 50% moins de récidives que les patients qui n'ont pas eu le vaccin. Donc, très prometteur également. Quand on fait ce type de travail de recherche entre les cliniques et le fondamental, il faut aussi qu'on comprenne que les tumeurs ne sont pas égales. Deux patients qui ont un cancer du pancréas n'auront pas forcément la même évolution. Et ça, à l'heure actuelle, on a encore du mal à comprendre l'évolution et à anticiper l'évolution tumorale des patients juste avec les imageries. Donc, il est indispensable de commencer à étudier la biologie tumorale. C'est pour ça qu'on peut utiliser, grâce à la biopsie, grâce au sang des patients, chercher des profils mutationnels, des profils biologiques avec le génome, les protéines, l'ADN de la tumeur, qui permettent d'anticiper et de personnaliser les traitements. Ça nous donne des informations pronostiques qui sont indispensables et qui peuvent permettre de réfléchir à une décision médicale partagée entre le médecin et le patient, à évaluer la cinétique oncologique grâce à ces marqueurs. Et ce qu'on propose, c'est le bon patient, le bon traitement au bon patient et au bon moment grâce à cette stratégie. Il y a énormément de projets en cours dans le labo, dans ce labo-là actuellement sur le cancer du pancréas. Moi, je peux vous parler de celui-ci, parce que c'est sur celui-ci que je travaille. C'est l'utilisation de tissus tumoraux chez des patients qu'on a opérés de cancer du pancréas, sur lesquels on va faire des analyses un petit peu poussées avec des machines qui vont nous permettre d'étudier de manière spatiale et précise de potentiels biomarqueurs qui peuvent aider à comprendre le pronostic des patients, à anticiper en amont l'évolution de la maladie et de pouvoir proposer dans un second temps des prises en charge personnalisées à chaque patient et à chaque cancer. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je remercie bien sûr l'équipe du BRIC avec qui je travaille maintenant depuis 2 ans, et tous les équipes du CHU qui travaillent jour et nuit pour ces patients. Ouais. J'avais quelques questions, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Premièrement, est-ce que vous pouvez parler plus dans le Périnox, sur le chimiothérapie, comment ça marche au niveau des patients? Alors, c'est une chimiothérapie qui est utilisée maintenant depuis. On dit qu'elle est nouvelle, mais au final, pas tant que ça, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on l'utilise, mais qui a été vraiment prouvée de manière définitive en 2018 grâce à un essai français. C'est un mélange de 3 molécules de chimiothérapie qui vont pouvoir agir de manière assez efficace contre le cancer du pancréas. C'est un traitement qui est très efficace, mais avec des effets secondaires possibles. On sait maintenant que les chimiothérapies sont difficilement tolérables chez certains patients, et donc avant on faisait du FOLFIRINOX à tout le monde. Maintenant, il y a des projets de recherche en cours pour essayer d'adapter la chimiothérapie à chaque patient. Par exemple, il y a certains patients qui ne vont pas tolérer le FOLFIRINOX et chez qui ils ne vont pas avoir de réponse tumorale, ce qu'on a du mal à comprendre, mais qui vont être plus sensibles à d'autres chimiothérapies qu'on utilisait déjà avant. Et donc, ces cas-là, c'est ce que je parle c'est ce dont je parle dans la médecine personnalisée, c'est de proposer la bonne chimiothérapie au bon patient et d'éviter d'envoyer une chimiothérapie avec de potentiels effets secondaires qui ne sera pas efficace. Mais globalement, en termes de chiffres, actuellement, c'est quand même la meilleure chimiothérapie qu'on ait et celle qui fonctionne le mieux. Merci beaucoup. Deuxième question, maintenant, est-ce que vous pouvez parler encore plus sur la nouvelle découverte hier, du coup, à Barcelone? C'était sur le gène KRAS. Est-ce que vous avez Exactement. encore plus d'informations dessus? Non, je n'ai pas beaucoup plus d'informations parce que voilà, il y a énormément de... c'est un travail qu'ils avaient déjà débuté. Là, ils ont publié le cas sur les souris. Il y a 1 an, ils avaient déjà publié leurs résultats sur les cellules en préliminaire. Ils travaillent sur 3 molécules qui permettent de bloquer un des gènes qui est le plus souvent responsable du cancer du pancréas. Voilà, et c'est des résultats assez impressionnants hein, sur la souris. Maintenant, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je n'en sais pas plus. Merci. Et dernièrement, ça va être plus sur votre projet de recherche aussi, je pense. Vu que les symptômes pour le cancer du pancréas sont connus, mais les patients n'arrivent pas à le détecter.
très facilement. Du coup, à la fin, les diagnostiquer dans des phases très tardives. Du coup, pour diagnostiquer en avance, qu'est-ce que les patients peuvent, je ne sais pas comment le dire, mais comment on peut éviter ce diagnostic tardif? Pour l'instant, c'est une très bonne question et c'est toute la problématique, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est des symptômes qui sont soit absents, soit très peu spécifiques du cancer du pancréas. Donc c'est difficile de sensibiliser les patients sur ce type de cancer parce que c'est difficile de s'en rendre compte. Mais globalement, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que toute altération de l'état général, perte de poids, anorexie inhabituelle, fatigue inhabituelle chez un patient de 50 ans ou au-dessus, il faut s'alerter et faire un bilan via son médecin traitant pour essayer de comprendre tout ça. C'est pas forcément un cancer, c'est pas forcément un cancer du pancréas, mais voilà, il faut se baser sur ça. Des signes plus spécifiques dont on a parlé, c'est une apparition d'un diabète chez un patient de 50 ans en bon état général sans vraiment de surpoids. Là, il faut s'inquiéter, penser à ça. Et bien sûr, la jaunisse, mais ça, globalement, ça, on sent une fois, enfin, le patient ne reste pas chez lui jaune. Donc, ça, c'est pas un problème. Juste une petite question sur les études qui essaient de déterminer quels sont les facteurs de l'environnement qui peuvent déclencher ces cancers. Est-ce que c'est des approches plus épidémiologiques ou expérimentales? C'est des approches complètement épidémiologiques, notamment un travail qui a été réalisé par un des médecins du CHU de Bordeaux, mais de manière multicentrique en France. C'est des études purement épidémiologiques pour le moment et qui montre par exemple des choses intéressantes, c'est l'augmentation de l'incidence des cas de cancer de pancréas dans certains bassins de population qui sont exposés à la culture des vignes, à certaines cultures agricoles, donc potentiellement aux pesticides, à la surreprésentation aussi en milieu urbain, mais ça on le sait, le milieu urbain c'est un facteur de risque de cancer en général. Euh, et, euh, et voilà, mais c'est des études purement épidémiologiques pour le moment. D'accord, merci. Je rejoins un peu la question de une fille là-bas. De la même manière qu'il y a la mammographie pour le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer colorectal, est-ce qu'il y aurait une possibilité à un moment donné, ou est-ce que ce serait, pardon pour le terme qui est horrible, mais rentable, de pouvoir faire des dépistages du cancer du pancréas, je ne sais pas par quel moyen, je ne suis pas médecin, mais scanner ou je ne sais pas quoi, pour essayer de les diagnostiquer le plus tôt possible? Là, actuellement, c'est un peu compliqué le dépistage dans le cancer du pancréas parce que pour plusieurs raisons, c'est multifactoriel. Euh, Déjà, c'est un cancer qui n'est pas si fréquent que ça, entre guillemets, pour le moment. 17 000 cas par an, c'est quand même 3 à 4 fois moins que le cancer colorectal. C'est en augmentation en incidence assez importante, donc ça va devenir un problème de santé publique dans les années à venir, ça c'est certain. Mais l'autre problème, c'est que c'est extrêmement difficile à concevoir pour le moment en termes de dépistage parce que il n'y a pas de marqueur biologique efficace en termes de dépistage de ce cancer. C'est là où toute la recherche est importante, fondamentale, parce que je pense que c'est là où on va trouver des solutions, c'est dans la biologie. Le, le scénario parfait, ce serait une prise de sang qui permettrait de voir des marqueurs potentiellement spécifiques du cancer, notamment du cancer du pancréas. En termes d'imagerie, ça paraît extrêmement compliqué de mettre en œuvre un scanner pour la population française, ce qui est fait dans certains cas, c'est des scanners, des surveillances particulières pour des patients qui sont considérés à risque, plusieurs antécédents au premier degré, ou des patients qui ont des mutations génétiques qui font qu'ils sont sur risque important de cancer. Et dans la population générale, c'est impossible à mettre en œuvre. Donc, l'avenir, l'espoir qu'on ait, c'est les marqueurs biologiques. Question. Merci beaucoup.